Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude pour traiter un sujet qui me tient énormément à cœur. La dépression en général et en particulier ici dans le sport. Alors cette vidéo elle est inspirée d'un travail fantastique de la Giornata Tipo, qui est un média italien spécialisé dans le basket, qui raconte l'histoire de Juan Manuel Fernandez, dit El Lobito, ex-joueur de Trieste pendant 7 ans, désormais joueur de Venise, après un hiatus de 3 ans dans lequel il s'est arrêté de jouer pour des raisons mentales. L'idée de cette vidéo, c'est de vous le traduire, mais vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir le documentaire original. Il est en italien dans le texte, mais il y a des sous-titres en anglais et en espagnol pour les plus linguistes d'entre vous. Mais je voulais quand même raconter cette vidéo et ce dont elle traite en français pour que le message puisse arriver au plus grand monde possible. Alors on va commencer par Juan Manuel Fernandez. Qui c'est Lobito? C'est une carrière professionnelle de plus de 12 ans, divisée entre Italie, Argentine et Espagne, avec notamment 7 ans dans son dernier club, avant l'arrêt brutal de la saison, à Trieste. Car en effet, le 26 janvier 2022, en plein milieu de la saison, il lâche son équipe, officiellement pour raisons personnelles, quelque chose de rarissime. Mais pourtant, ce qu'il a vécu, nous sommes beaucoup à l'avoir vécu, que ce soit par rapport au basket, au travail, à des gens dans notre entourage, etc. La dépression. Une dépression profonde, où sa femme n'arrivait pas à le sortir de sa chambre, où il s'enfermait dans le noir, espérant que son esprit arriverait à se calmer. Le pire, c'était sur le chemin de l'entraînement, en voiture, où il pleurait à chaque fois, et il devait se garer sur le parking pendant de longues minutes pour trouver la force d'aller à l'entraînement, non pas juste pour l'entraînement, mais surtout, et le plus important, pour cacher ce qu'il ressentait auprès de ses coéquipiers. Alors la dépression, ça a plein de formes et plein de définitions, mais c'est intéressant d'écouter la sienne. Pour lui, la dépression, c'est que de l'extérieur, tout a l'air OK. Les bases, la famille, les loisirs, le fait de jouer au basket, tout a l'air bien. Mais en soi, il y a une tempête qu'on n'arrive pas à gérer. Une tempête permanente dans son esprit. Dans le documentaire, il est décrit comme une espèce d'énorme fête dans laquelle on est et tout le monde autour de nous hurle en permanence. C'est assourdissant, ça fait mal à la tête et on a besoin de silence mais on n'arrive pas à le trouver. Et on ne sait pas comment le faire. Sauf que pendant une fête, le bruit, c'est de la musique. C'est des gens qui parlent. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir concrètement. Or, dans ce cas-là, notre cerveau qui nous suggère des choses que l'on n'a pas envie d'entendre, pas envie d'écouter, qui peuvent parfois être même dangereuses. C'est cette incapacité à trouver le silence qui le pousse à rester dans sa chambre dans l'espoir de s'endormir ou qu'avec le noir, les pensées s'échappent. Or, c'est plutôt l'inverse. Plus on s'enferme, plus on se concentre sur ces voix, plus elles sont puissantes et plus elles sont fortes. Et il dit quelque chose de très intéressant dans le documentaire qui m'a touché personnellement, c'est qu'il dit qu'il se sentait un hypocrite par rapport à ses enfants. Parce qu'il leur disait tous les jours d'aller faire ce qui les rendait heureux, ce qui les faisait se sentir bien. Il les poussait à se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur bonheur, et pourtant lui faisait l'inverse, puisqu'il allait tous les jours faire quelque chose qui le rendait malheureux, qui lui faisait très mal. Jusqu'au jour où l'alarme la plus grande s'est déclenchée dans son corps. Celle de se sentir suggéré par son esprit, de vouloir se blesser, ou en tout cas espérer de se blesser pour ne plus avoir besoin d'affronter la responsabilité de se rendre à l'entraînement et à la salle tous les jours. À ce moment-là, il a senti qu'il n'y avait plus d'autre alternative que de s'échapper, que de sortir du contrat, d'arrêter de jouer pour son propre bien. Et une des raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait plus tôt, c'est la sensation d'abandon. Comme une personne loyale, fidèle, il n'avait pas envie d'abandonner une équipe dans laquelle il se sentait une pièce importante. Mais cette réflexion, elle se comprend, de ne pas vouloir trahir son équipe, de vouloir respecter le contrat jusqu'au bout, quitte à même se faire mal et peut-être même se détruire. Après une longue discussion avec sa femme, un vendredi, il a décidé d'arrêter. Le dimanche, il a joué le match, lui-même disant qu'il ne sait même pas comment il a fait. On le voit d'ailleurs dans les images, abattu. Et dès le lendemain matin, réunion avec le club. Où le club l'a d'ailleurs traité de manière exemplaire, le laissant prendre du recul, s'échapper, se protéger et prendre du temps pour lui. La chose la plus importante qu'il raconte a posteriori, c'est qu'il n'avait pas besoin de réponse sur ce qu'il se passait. Juste d'être accompagné. Juste qu'on passe du temps avec lui pour qu'il puisse raconter ce qui se passe dans sa tête, pour pouvoir contrer les voix qu'il entendait, pour pouvoir contrer la puissance du cerveau qui, quand on le laisse en boucle, se crée des raisonnements qu'il est difficile de contrecarrer. Alors la question se pose par la suite. Comment on va faire avec l'argent? Qu'est-ce qu'on va faire puisque le basket c'était sa vie? C'est une question que se posent beaucoup de gens qui laissent leur travail, pas seulement dans le basket. Lui a commencé par la base. Il a fait une liste avec sa femme de choses qu'il aimait faire et de choses qu'il pourrait faire sans le basket. Il s'est retrouvé à travailler dans une agence de voyage en collaboration avec Disney. Il a pu être libre, avoir ses week-ends de libre, ce qui paraît
fou quand on n'est pas dans le monde du basket. Et pourtant, on n'est jamais libre. On passe jamais du temps avec sa famille. On n'est jamais à Noël avec sa famille. On n'est jamais au Nouvel An avec sa famille, surtout quand on habite en Argentine et qu'on joue en Italie. Il racontait que ça faisait 16 ans qu'il n'avait pas passé Noël avec sa famille et que ça lui avait fait un bien fou. Alors, est-ce que le problème était avec le basket? Peut-être pas, mais c'était là où ça cristallisait les soucis qu'il avait en lui. Et puis petit à petit, en se reconstruisant en dehors, en Floride, il y avait un club qui cherchait un assistant. Il a commencé à entraîner des jeunes avec un tout petit salaire. Il conduisait même le bus pour aller faire le match. Et c'est là, au contact de ces jeunes, qu'il a retrouvé la passion. Le pourquoi il jouait au basket, qui a toujours été là, mais dont il s'était éloigné. Et puis c'est reparti, petit à petit, progressivement, patiemment. Alors forcément, il y a eu des hauts et des bas dans cette progression, dans ce chemin qu'il a eu pour se ressentir lui-même. Il a commencé à travailler avec un nutritionniste, puis ensuite avec un préparateur physique, et Venise lui a donné sa chance près de 2 ans et 9 mois après son dernier match en professionnel. Désormais, il a également eu des contacts avec beaucoup de joueurs qui se sont retournés vers lui, sachant son histoire, afin de se rendre compte qu'on n'était pas seul à sentir ce genre de choses. Il a travaillé avec une professionnelle, ça a eu beaucoup d'impact sur lui, et maintenant il en est même arrivé à accompagner les autres. Et son histoire a eu énormément d'impact en Italie, notamment dans le microcosme du basket. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Mais il y a 3 grandes raisons. La première, c'est que personne ne parle de ce genre de sujet, et encore moins dans le monde du sport professionnel, ou du sport en général d'ailleurs. Le sport amateur, ça fonctionne de la même façon. Et il faut féliciter ceux qui arrivent à en parler, et surtout à le traiter de manière aussi belle et à démocratiser la parole autour de ça. Et donc je voulais rendre hommage au travail de la Giornata Tipo, ce média italien. Mais également vous permettre d'y avoir accès, à vous également, qui n'êtes pas dans le microcosme du basket italien et êtes donc certainement passé à côté. La deuxième, c'est que pourquoi c'est important de démocratiser ce genre de choses? Parce que quand on regarde un match, on voit des joueurs qui bougent sur un terrain. Et c'est très facile de les critiquer, fortement. Ils font leur passion, ils jouent de leur passion, comme si c'était suffisant, comme si ça les rendait des hommes supérieurs, qu'on regarde avec des grands yeux, comme s'ils s'éloignaient un peu d'être des vrais êtres humains, qu'ils n'avaient pas de problématiques à eux, de dilemme. Quand on voit beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, d'insultes sur les joueurs, parce qu'il a fait un mauvais match, vous ne savez pas ce qui se passe dans la réalité des gens. Ils peuvent paraître très bien, très à l'aise, très heureux. Il y a plein de choses qui se passent dans les vies qui rendent les choses compliquées. Mais enfin, la troisième grande raison, c'est parce que ça peut arriver à tout le monde. Ce que Juan Manuel Fernandez, il raconte, ce n'est pas juste du basket. Ici, le basket, c'était le catalyste. Mais la dépression, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde et qui fait mal. Surtout quand on l'ignore, surtout quand on ne la traite pas, surtout quand on ne s'exprime pas sur ce qu'on le ressent. Et je voulais en profiter pour terminer en vous racontant ma toute petite expérience à moi. Quand on a lancé la Process Corp, cette chaîne YouTube avec mon frère, ça n'allait pas trop, personnellement, dans ma vie. J'avais un travail d'ingénieur derrière ma chaise de bureau. Je me rendais tous les jours au travail sans trop savoir pourquoi. Je m'ennuyais et j'avais perdu cette joie de vivre, cette joie d'aller faire les choses qui me caractérisaient quand j'étais plus jeune. J'étais comme une petite fleur fanée et mon cerveau tournait en boucle, exactement comme ce que raconte Lobito. C'est surtout une douleur profonde au fond de moi, dans le ventre. C'est quelque chose que j'avais intériorisé beaucoup. Et il a fallu de l'accompagnement professionnel, une vraie reconstruction et un soutien indéfectible de mes proches et de mes amis. Accepter ce qui se passait dans mon cœur et dans mon corps au lieu d'essayer de le supprimer. Une des choses que j'ai beaucoup pensé, c'est je dois revenir à ce que j'étais avant, à quand je ne sentais pas ça. Au lieu d'accepter ce qui se passait, les messages que mon corps m'envoyait pour pouvoir aller de l'avant et pour me sentir plus épanoui dans tout ce que je faisais dans ma vie. Et c'est un chemin. Mais aujourd'hui, je me sens 1000 fois plus épanoui qu'avant. Donc le message, parlez-en si vous êtes en difficulté. C'est pas une tare, c'est normal. On a tous des moments dans lesquels on est moins bien et il faut en parler, il faut s'exprimer pour éviter d'aller trop loin. J'espère que ce message, il vous aura parlé. Et que vous soyez joueur ou que vous ne le soyez pas, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce genre de choses. Il y a des gens dont c'est le métier de vous aider. Quand on se fait une entorse de la cheville, on va voir un kiné. Et quand on a mal au cerveau, on va voir un professionnel. Vive la vie, vive le basket, et à très bientôt pour les croquer à pleines dents, tous ensemble.